C'est une icône dont on va parler aujourd'hui, une des montres les plus appréciées du marché, qui est née dans les années 70, en 72 exactement, et c'est dans sa version bodybuildée, survitaminée, comme une météorite, c'est la Royal Oak Offshore. C'est tout de suite dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Bonjour Grégory. Bonjour Xavier. Ça va? Ça va et toi? Je suis ravi de te recevoir. Moi de même. Merci d'avoir pris contact avec nous. Oui, j'ai vu différentes émissions, c'est pour ça que je t'ai contacté. Ouais. Quand j'ai vu que la proposition c'était une Royal Oak Offshore, je me suis dit, bon, Royal Oak, magnifique, Offshore, c'est encore différent. Audemars Piguet, une des plus belles marques horlogères suisses, je me suis dit, c'est le bon moment. Et quand on a préparé cette émission, j'ai compris que tu étais vraiment un fan de pas mal de choses et surtout un grand fan d'horlogerie. Alors, tu sais qu'on démarre cette émission de façon très simple, où tu nous dis un peu et tu nous résumes ce que tu penses de ton offshore. Tu peux me la montrer? Tiens. Comme ça, on la montre et on la partage avec tout le monde. Tiens. Ouais. Quelle bête! C'est quoi? S'il y a un adjectif pour toi où tu la synthétises, c'est quoi? Alors, c'est vrai que c'est un monstre. Je l'ai acheté en 2002. Ouais. En 2002, c'était pas la mode des grandes montres. Il y avait très peu de grandes montres. Il y avait Panerai. Je suis d'accord. Il y avait très peu de montres de 44,5 mm, 42 mm, on va dire. Mais vu mon gabarit, c'est ce qui m'a donné envie. Parce que je connais bien la 15300, celle que tu as au poignet. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Hein. Là, j'ai l'impression que la mienne est grosse, mais en fait, elle est toute petite. Quand je l'ai acheté, j'hésitais avec la 15300 et il faut dire qu'à l'époque, j'avais 22 ans, j'étais plutôt jeune. Donc, je voulais sortir des sentiers battus et à l'époque, à part la Royal Oak Offshore, il n'y avait pas grand-chose. C'était pas encore trop la mode de la Nautilus, ou alors réservé à une clientèle plus âgée. Les Hublot, Big Bang, etc. n'étaient pas encore sortis, c'était pas trop la mode. Hublot s'était déjà relancé à l'époque. Alors Hublot à la base c'est espagnol. Ouais. Ça a été Biver avait repris le business. Et Biver a racheté la marque et il a métamorphosé la marque et après il a revendu, je crois, au groupe LVMH. Et il a totalement transformé. Hublot était le premier avant Audemars Piguet à mélanger des matières nobles, l'or, l'acier, avec du caoutchouc. À la base, les Hublot avaient des bracelets en caoutchouc. Ce que Audemars a fait avec celle-là au début des années 2000, avec ce modèle emblématique, avec la lunette en caoutchouc noir et le bracelet en caoutchouc noir. Une montre qui valait à l'époque, je sais plus, entre 16 et 20 000 euros. Je peux pas te sortir les prix de l'époque. Attends. Permets-moi de t'interrompre. Sinon, là, on va parler d'autres marques après, et tout ça, tout ce que tu veux, mais sur celle-ci, plus précisément, ok, à l'époque, c'était innovant, effectivement. Panerai, c'est 90, hein, leur première collection. Donc, tu cherchais une grosse montre? Je cherchais une montre en rapport avec mon gabarit. D'accord, ok. Donc, une grande montre, alors. Une grande montre. J'hésitais avec la Daytona acier. Ouais. Et elle faisait petite sur mon poignet. D'accord. Donc, je me suis rabattu sur la 15300 et ensuite, j'ai essayé celle-là et je suis tombé amoureux. En restant focus sur cette offshore, donc fond bleu, hein, avec, c'est quoi? C'est la petite tapisserie ou c'est la grande tapisserie dedans? Alors, j'ai un doute. Non, je crois que c'est la grande tapisserie. Non, c'est petite tapisserie, c'est un dial un peu particulier. Sur la 15300, je vois que c'est un peu plus gros que là. Ouais. Sans parler d'autres montres éventuellement que tu as, je sais que tu en as d'autres, etc. Mais celle-là, tu la résumes comment? Si tu me dis discrétion, là je te dis non Greg, je suis pas d'accord. Non, c'est pas une montre discrète. Comment tu la synthétises? Je sais que c'est dur, mais c'est le propre de cette émission Petite Montre entre amis. Dès que je l'ai eu au poignet, j'ai eu quelque chose de particulier au poignet. J'ai vraiment ressenti un réel plaisir. Il m'arrive de la regarder pendant... ma femme me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu regardes l'heure pendant 10 minutes ?» Et en réalité, je la regarde sous tous les angles. Et ce que j'aime, bien sûr, c'est le design qui a été inspiré à 99% par Genta. Ouais. Elle est beaucoup plus épaisse. Elle a une présence importante. Tu as le joint en caoutchouc qui est énorme, apparent. J'avais pas remarqué ça. Ouais. Et c'est vraiment super agréable. À porter, c'est très agréable. Après, c'est une montre qui pèse 200 grammes. Donc, il faut s'y habituer. Mais elle a une présence au poignet
qui pour moi est extraordinaire. Alors c'est pas la montre la plus chère, c'est pas la montre la plus recherchée, mais elle me procure des émotions quand je la mets qui me donnent un réel plaisir. Tu parles de gabarit de montre en rapport avec ton gabarit, grand format, etc. On aurait pu dire à contrario, justement, tu vas essayer de chercher quelque chose de plus plat, de plus discret pour être complémentaire de ça. Au contraire, toi, tu t'es dit, non, mais moi, je veux jouer la cohérence. J'accentue, voilà, je joue la cohérence. Je ne vais pas acheter une Tank. Alors, j'ai une Tank américaine. Ouais. C'est une très belle montre. C'est une montre de soirée. Je portais ça à un mariage, etc. Mais pour tous les jours, je suis plus dans un esprit sport et je préfère m'accorder des montres en gabarit avec moi. La question que je me pose avec vraiment des grosses montres, hein, on regardera, vous verrez tous là sur la communauté, sur la chaîne, un petit comparatif de taille et d'épaisseur, c'est effectivement beaucoup plus gros, mais une montre de tous les jours, moi je suis convaincu que toute montre devrait être une montre de tous les jours. C'est-à-dire une montre, c'est fait pour être portée. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc, une bestiole, avec tout le respect que j'ai pour la montre, une bestiole de cette taille, tu la portes tous les jours. Waouh, je veux dire, il ne faut pas changer, faut pas faire de la mécanique, il ne faut pas faire du jardinage, faut pas faire grand chose avec, sinon tu lui mets des stars, quoi. Et je la trouve en super état. Tu la mets pas souvent ou tu es super maniaque? Non, je suis super maniaque et deux, elle date de 2002, j'ai dû faire 3 entretiens sur Audemars Piguet. Waouh, 3 entretiens en 18 ans, tous les 6 ans. Ouais, c'est à peu près ce qu'il faut. Sur ce type de montre, les joints, vu qu'ils sont apparents, ils s'usent extrêmement vite. Ouais. Donc il faut entretenir ça. Et le plus important chez Audemars Piguet, et pourquoi je vais chez Audemars Piguet et ça me coûte une fortune, bien sûr, c'est le polissage. Ouais. Si tu donnes ça à quelqu'un, à un horloger, il va savoir la réparer, encore il n'aura pas les pièces. Parce que Audemars Piguet ne fournit pas les pièces à des tiers. Clair. Le problème, le polissage, s'il est mal fait, confirme-moi, parce que je pense que vous avez tous remarqué qu'on était tombé sur un connaisseur. Moi, j'ai comme information que Audemars et Patek sont les deux qui fournissent pas de pièces aux horlogers et c'est donc très difficile de les faire entretenir autre part que chez eux. Alors que Rolex, par exemple, typiquement, tu peux le faire chez, pas tout le monde, mais en tout cas des indépendants. Alors, Patek, j'ai pas l'information, mais Audemars Piguet, je peux te garantir qu'ils fournissent pas les pièces. À tel point que des horlogers récupèrent les vieux joints, les trempent dans des bains d'huile pour régénérer l'élasticité des joints. Et ils font ça, enfin ils essaient de faire l'étanchéité avec ça. Il est extrêmement compliqué. Bien sûr, vous pouvez faire chez n'importe quel horloger, mais il aura un problème de pièces. Et il mettra des pièces dites OEM, et non des pièces d'origine Audemars Piguet. Tu bosses dans l'informatique avec le terme OEM quand même. Rien à voir. Je crois que tu me disais si je bossais dans l'horlogerie. Je bosse dans l'informatique. Ok, justement, tu parlais que tu avais une Tank plutôt en soirée, etc. Là, tu es en veste. Tu arrives à la passer sur un costume, sous ta chemise, etc. Alors, comme tu peux remarquer, j'ai souvent des polos en mérinos. Ouais. Parce que sinon, c'est impossible de la mettre sous une veste. J'ai le cas avec la Dipsy. J'ai acheté la Dipsy, je l'ai revendue très rapidement. Parce que j'arrivais pas à fermer mes chemises. Attends, Dipsy, là, si tu intègres les boutons poussoirs, etc., qui sont quasiment plus élargis que la couronne, une Dipsy, c'est plus gros que ça? Pas plus gros, plus épaisse. Plus épaisse parce encore. Parce que tu sais que tu as une valve à l'hélium, le fond étant, je sais plus exactement, elle est plus épaisse que celle-ci. D'accord, donc la Dipsy, trop épaisse pour toi, par contre tu l'assumais. Parce que souvent, quand j'en discute, l'une des problématiques d'ailleurs dès la Sea Dweller, qui est un peu plus grosse que la boîte classique des GMT, Sub, etc., Yachtmaster, il y a un problème de l'assumer parce qu'elle est vraiment très visible. Et puis, c'est tellement emblématique parfois de m'as-tu vu, de bling bling, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe. Toi, ta Dipsy, son problème, c'était pas les gens reconnaissaient que tu avais une grosse Rolex brillante, c'est qu'elle était trop grosse. Enfin, elle était trop épaisse. Celle-là, elle a un porté qui est extrêmement agréable. Je peux marcher, je peux courir avec. La Dipsy, toute la masse de la montre était sur le boîtier en lui-même. Et le bracelet était assez fin. C'est-à-dire que la montre... elle se baladait. Ouais. J'étais obligé de la serrer comme un bourrin. Donc à la fin de la journée, j'avais l'impression de sortir de garde à vue. Limite, j'avais la trace des menottes.
Je sais qu'ils ont rectifié le tir, Rolex a rectifié le tir sur le bracelet. Non mais tu as un gros poignet, parce que moi j'ai un gros poignet et là c'est trop pour moi. Par contre je te rejoins sur un point, c'est que l'intérêt de la Royal Oak et de la Nautilus notamment, c'est ce bracelet qui est intégré et qui effectivement répartit la masse de façon assez homogène. Comme l'intérêt de la Royal Oak à la base, c'est le boîtier est intégré au bracelet, c'est le génie de Genta, c'est d'avoir fait une montre, on dirait que c'est une montre d'un seul bloc. Tu sais, ouais, alors que sur Rolex, le bracelet, tu peux le déplier. Ça, quand tu la ranges dans une boîte, la montre, elle peut pas s'allonger ou se plier. Clair. Et c'est ce qui fait que il y a une certaine harmonie entre le bracelet. Ce qui fait l'harmonie, on m'a proposé il existe aujourd'hui des petits adaptateurs pour mettre des bracelets en crocodile, alligator, etc. Ouais. Tu sais, tu achètes les deux petits maillons. Et pour moi, ça gâche la montre. Réellement, une Audemars Piguet, pour moi, c'est bracelet métal. Je suis pas d'accord avec toi, Greg, pour en fait deux raisons. Un, les adaptateurs dont tu parles, moi je les ai achetés pour celle-ci. AP Band. Non, je les ai achetés chez Audemars Piguet. D'accord. Dans leur flagship rue de la Paix à Paris. Et la deuxième raison, c'est pour ça qu'il y a un peu de cuir, etc. C'est que moi je fais mes propres bracelets. Alors, est-ce que c'est parce que je l'aime, là je ne l'ai pas mis sur bracelet cuir, est-ce que c'est parce que je l'aime en bracelet cuir ou parce que mon plaisir perso, pas du tout business ou commercial, c'est de les faire moi-même, je ne sais pas, mais je trouve que ça a un intérêt. Tu as des Royal Oak en or, jaune ou en or rose, fond fumé avec bracelet croco marron, moi je trouve ça magnifique. Mais c'est vrai que ça enlève de tous ces reflets qu'on voit bien sur toutes les images de la Royal Oak. Justement à ce sujet-là, ce qui me chagrine moi dans ce modèle-là, c'est qu'en fait, on voit bien que c'est le même ADN à 99,9%, mais il y a plein de, typiquement sur le bracelet, il est galbé. Là, le bracelet, tout est galbé, donc il n'y a pas tous ces reflets-là. Alors je vais peut-être passer pour un mec traditionnel, etc. Mais je ne suis pas fan, moi, de ce modèle, pour la raison que je viens de donner là. La deuxième, c'est que ce soit l'offshore ou la Royal Oak petite classique en version chrono, je trouve que toute cette partie sur la droite de la montre avec les boutons poussoirs, les petites cornes qui protègent la couronne, je trouve que ça dénature le côté hublot et puis ça fait perdre aussi la visibilité sur la couronne qui est octogonale, quoi. Et je trouve pas ça super réussi comme chrono, quoi. Puis en plus, tu dis que tu cours avec, mais tu l'utilises pas comme chrono, concrètement. Qui utilise d'ailleurs une montre chronographe comme chronographe? Alors pourquoi tu voulais un chrono? Et parce qu'à l'époque, elle n'existait pas son chrono. Aujourd'hui, il y a le modèle Diver, qui est le même que celui-là, qui est typique pour la plongée. Avec l'échappement. Avec l'échappement en haut à gauche. Ouais. Mais le chrono, je ne l'ai jamais utilisé de ma vie, mais qui utilise un chrono aujourd'hui sur une montre chronographe? Pour moi, le seul intérêt, c'est de faire tourner la grande aiguille des secondes. Tu as tout compris, voilà, comme on l'a fait à l'instant. Comme je t'ai répété, ce modèle, il était révolutionnaire pour l'époque. Enfin, mettre du caoutchouc, des joints par an en dessous de la couronne, ça n'existait pas. C'était vraiment révolutionnaire. C'est un peu comme Hublot, avant que ce soit racheté par Beaver, qui mettait du caoutchouc sur ses modèles. Là, c'est le même principe. Et à l'époque, il y avait un modèle, le même modèle que celui-ci, avec un bracelet en caoutchouc et la lunette en caoutchouc. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mettre 20 000 € dans une montre qui est à moitié en caoutchouc, en sachant que tu peux éclater du jour au lendemain la lunette parce qu'elle était limite souple. Moi, j'aime ce côté avant-gardiste. Mais c'est vrai que la 15300, par rapport à celle-ci, tu n'as pas les mêmes reflets. Là, tu as un bracelet galbé. Là, sur la montre, c'est brossé. Là, on le voit mal parce que c'est poli. Donc, ils ont essayé de garder le même esprit. Mais, alors, avant de continuer sur ta montre, Greg, on a une petite séquence qui s'appelle Souvenir, on démarre. C'est quoi ton souvenir le plus lointain de ta première montre ou de l'horlogerie? Alors le plus loin souvenir de l'horlogerie que j'ai, c'est quand mon père m'a offert, à l'époque c'était à la mode, ça s'appelait les Swatch Chrono. Swatch venait de sortir des chronographes. Ouais. Et il y a eu une embellie un peu comme sur Rolex. Les gens les collectionnaient, les stockaient, les revendaient, faisaient de la plus-value. Et je me souviens, je devais avoir 8-9 ans, je savais à peine lire l'heure. Et mon père m'avait acheté une Swatch Chrono. Je m'en souviens encore, elle était avec le bracelet rose et le mécanisme, enfin, si on peut appeler ça un mécanisme quartz apparent. Et je la lâchais pas. Et ça a été mon premier souvenir. Et je faisais mes muses avec le chronographe du matin au soir. Tu l'as encore? Je l'ai encore. Et mon fils Zach
qui a 2 ans et demi. J'ai été chez ma mère pour la petite anecdote et elle me l'a donnée parce qu'il voulait la montre et je lui ai mis la montre et il la lâche plus. Génial. Et elle fonctionne encore, j'ai changé la pile et En tout fait, fonctionne. c'est la filiation Patek Philippe en version Swatch. C'est la version filiation à mon niveau. Ouais, voilà, mais pour bien sûr. l'instant. Attends, moi ce que je répète toujours dans ces émissions, c'est que dans ces épisodes, il n'y a pas de mauvaise montre. Et pour info, il y a 4 semaines, j'ai acheté une Swatch aux enchères à Drouot. D'accord. Il y avait une vente de collection. Oui. Enfin, de collection. Il y avait un collectionneur de Swatch qui vendait ces montres. Il y avait quoi, 500 lots de 3 montres, 1500 montres. Il y avait un truc qui m'intéressait, moi, c'était d'acheter une Swatch du tout démarrage de Swatch. D'accord. Les toutes premières. J'ai acheté une paire 103 en 2 exemplaires différents. D'accord. 80 balles hors taxe, 80 balles hors frais, excusez-moi. Et j'ai la première version de Swatch qui est sortie en Europe. Tout petit, 33 mm, Suisse écrit en gros, Suisse Quartz écrit en gros, pour bien montrer que la façon de s'en sortir de l'horlogerie suisse, c'était d'embrasser le business du quartz et pas d'essayer de cacher du quartz dans des montres haut de gamme. Et puis de l'autre côté, d'amener l'industrie horlogère suisse à accepter son ADN et à se positionner exclusivement sur le haut de gamme. Et tout ça, c'est le génie de Hayek qui a conseillé la Société Générale d'Horlogerie Suisse et d'autres grands groupements pour leur dire votre stratégie, ça doit être ça, du grand public purement Swatch, et de l'autre côté, revenez à ce que vous savez faire, des montres très haut de gamme. Revenons sur une chose. La Royal Oak, quand elle est sortie en 72, Oui. c'était un... Aujourd'hui, on dit que c'était une sorte de tremblement de terre. La réalité, c'est qu'il aura fallu plusieurs années pour vendre quelques centaines, si ce n'est quelques dizaines de montres. Pourquoi ? Montre en acier, extrêmement cher. C'était 10 fois le prix d'une Submariner. Et c'était plus cher qu'une montre en or. Voilà. Donc c'était vraiment un... Et ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que finalement, a posteriori ce tremblement de terre de l'époque sur la Royal Oak Standard, finalement la Royal Oak Offshore, c'était la même chose. Moi je la vois comme un dérivé, c'est pour ça que je ne suis pas un grand fan, alors qu'en fait c'est une vraie innovation, c'est ce que tu dis, alors, avec les joints, avec la taille, avec l'épaisseur, avec d'autres choses. Ça n'a pas été une révolution en tant que ça, mais quand je l'ai vue en 93, cette montre elle est sortie en 92 ou 93, quand je l'ai vue pour moi c'était quand même des innovations. Ils ont tous pompé dessus. Hublot a pompé dessus, pompé avec la Fusion, avec la Big Bang. Il y avait très peu qui jouaient. Même aujourd'hui, Rolex met du caoutchouc, commence à mettre du caoutchouc, des bracelets en caoutchouc. Enfin, les puristes avaient dit jamais Rolex fera des montres avec le bracelet en caoutchouc, ça évolue. C'est pas une révolution, c'est une évolution, c'est autre chose. La personne qui va aimer une 15-300, voire une 15-400, d'ailleurs les puristes sont pas très 15-400 parce qu'ils la trouvent trop grosse. Elle est trop grosse. Aujourd'hui, c'est la 15-550. Alors, j'ai pas eu encore eu le temps de l'avoir entre les mains. Oui, mais tu vois, attends. Ce que tu dis là, moi je l'ai vécu et je le vis toujours différemment. Pour moi, la Royal Oak Offshore, c'est le début de la course à l'armement. C'est pour ça que dans l'intro, je parlais de montres bodybuildées. C'est que tu viens de le dire, une 15-400, c'est une 15-300 en fait avec 2 mm de plus, qui passe de 39 à 41. Oui. Et pour moi, c'est le début de la course à l'armement. Mais en fait, je les comprends. Les manufactures. Je veux dire, le marché cible, c'est l'Asie, c'est le Moyen-Orient, c'est des montres toujours plus grosses, c'est des montres parfois, même souvent en métaux plus nobles, sertis de diamants, etc. Donc des montres toujours plus grosses. Et ben, moi, ma tendance personnelle, c'est d'aller maintenant sur des montres plus petites parce que à un moment ou à un autre, quand c'est gros, c'est trop gros. Donc du vintage. Aujourd'hui, sur de la nouvelle production actuelle, Breguet, Piaget, Cartier. Et encore Cartier, je ne le considère pas comme un horloger, mais bon, il fait de belles choses. Aujourd'hui, tu ne trouves pas des montres à moins de 40 mm, voire 42 mm. La Submariner est restée non, mais c'est marrant, hein. Depuis 50 ans sur le même diamètre, ça ne bouge pas. Et pourtant, ils ont réussi à l'épaissir en faisant des cornes un peu plus épaisses. Donc tu as l'impression qu'elle est plus épaisse. Écoute, tu vas pas être surpris, on va passer à la séquence quiz maintenant, puisque j'ai des questions... vicieuse, voire douteuse à te poser. Il n'y a pas de piège, il y a de la légèreté, de la subtilité. Alors, ok, je t'écoute. C'est parti pour le quiz. Alors, Grégory, attention, ça va être difficile, mais tu es un connaisseur. Hein. D'où vient le nom Royal Oak? Une référence nautique au navire de la Royal Navy, souvent appelé Royal Oak. Une référence à notre bon roi Louis IX, Saint-Louis, qui rendait justice sous un chêne. Un hommage au roi Humbert II, roi d'Italie en 1946, Ouais. est mort à Genève en 1983. C'est un indice.
C'est chaud, hein. Alors, Il y a des ruses là-dedans. Hein. Gérald Genta était un fou furieux de marine. Oui. Et il s'est inspiré du design des vis, qui en vérité sont de fausses vis. C'est génial ça. Tu t'en rends pas compte au début. Exactement. Après, tu te dis mais ça peut pas se dévisser. Elles sont vissées par en dessous. Voilà. Sinon, ils auraient jamais pu faire l'équivalent. Tu sais, elles se suivent. Les vis, elles sont dans la continuité. Donc, je sais que c'est la réponse 1 par rapport à la marine. Donc, tu crois pas à Louis IX Non, j'y crois pas trop. Alors, deuxième question, pas mal. Hein. Je Donc, t'écoute. un win pour Grégory. Laquelle des montres suivantes n'a pas été designée par Gérald Genta? La Patek Philippe Nautilus 3700, donc le premier modèle. La Vacheron Constantin Overseas Chronograph. Et l'IWC Ingénieur SL. Moi, je dirais l'IVC, C'est ton dernier mot? je pense. Eh bien non. La Patek, la Nautilus et l'IWC Ingénieur, c'est vraiment deux modèles de Genta. Il faut bien regarder l'ingénieur SL de l'époque. Attends, oui, l'ingénieur. Elle a le Parce hublot. que la Vacheron, c'est le même type. D'ailleurs, c'était une concurrente directe, la Vacheron Voilà. Constantin Overseas. Voilà. Mais la Vacheron, on croit qu'elle a été faite par Genta. Elle n'a pas été faite par Genta. Le seul modèle qui, pour moi, il y a un doute, mais il semblerait que sa veuve est reconnue. Ça se trouve sur Internet comme information. C'est la Patek ? Non, c'est l'Omega Constellation Paipan, avec à l'intérieur du cadran, en fait, tu as le début de l'octogone Ouais. de la Royal Oak. Alors, on arrive au dernier quart de cette émission. Tu m'as dit que tu n'avais pas beaucoup de temps, donc on n'en perd pas. S'il y a une montre dont tu rêves, qui est accessible, parce qu'on peut rêver de trucs délirants, et qui ferait que ça pourrait être ta prochaine montre, ce serait laquelle? Écoute, Xavier, je suis à l'aube de mes 40 ans. Quand j'ai acheté celle-ci, Oula, tu commences à me faire peur là. je devais avoir 22-23 ans. Aujourd'hui, oui, je prendrais même pas une Audemars. Je prendrais une Patek Philippe 5711 Ouais. Donc une Nautilus. Nautilus. Donc tout acier, fond bleu. Tout acier, fond bleu, pas de complications, quelque chose de facile à porter tous les jours, bien que ce soit une montre qui coûte un certain prix aujourd'hui. 3 aiguilles, donc heure, 3 minute, seconde et la date. Et la date. Et pour moi, c'est juste le design parfait. Il n'y a rien à enlever, rien à rajouter. Il n'y a pas de tuning à faire, pas de bracelet. Bien que le bracelet, il m'en sort seul pas, mais c'est le poli brossé ou le poli tu la portes 3 fois et j'ai eu l'honneur de l'avoir au poignet. Et c'est une montre qui est très belle et je trouve pour quelqu'un de 40 ans qui est très belle. Voilà. Et ça serait peut-être mon futur rêve. Peut-être si les prix baissent, mais je pense pas que ce soit le cas. Combien ça vaut aujourd'hui une Patek neuve? Tarif catalogue, hein. On parle pas d'accessibilité, enfin de disponibilité. Déjà, on est à quoi? On est à 28-30 tarif. On a un 28-30, il y a une liste d'attente. Il y a le marché gris, bien sûr, qui existe. On peut la trouver comme on veut, mais aujourd'hui, si tu veux une Patek 5711 tout de suite, ça va te coûter entre 40 et 45 000 euros. Ouais, bien sûr. Le problème pour toi, Greg, je te le souhaite quand même, c'est que effectivement, je t'ai amené un petit catalogue, la vente de gros de lettrés d'un collectionneur de montres au mois de décembre 2018, il y a 6 mois. Il y avait une 5711 full set, je suis allé à la vente, vraiment en parfait état. Parfait état, tous les papiers, boîte sur boîte, absolument tout. Elle est partie à 36 000 euros hors frais, à 28% de frais, donc tu es à 43 000 euros. C'est absolument colossal. Comment tu te dis un jour je l'aurai, comme dans la publicité, ou comment tu regardes ça? Tu es prêt d'ailleurs à vendre celle-ci pour l'acheter? Non, celle-ci je la vendrai pas. Même si on me propose 4 fois le prix, je la vendrai pas. Elle a une valeur sentimentale pour moi. Combien ça vaut aujourd'hui? Alors celle-ci, il y a une baisse. On en trouvait à 10-12 000. Et là, il y a un regain d'activité parce que Audemars vient de sortir une réédition de la première, donc celle-ci, offshore. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, ça se négocie avec ce fonds. J'en ai vu sur différents sites spécialisés entre 15 et 20. Eh ben Greg, merci beaucoup. Merci à toi. On s'est vraiment éclaté. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez faire un épisode de Petite Montre entre amis comme Grégory, c'est extrêmement simple. Vous m'envoyez un email à contact@dailyshoes.fr. Dans l'objet du mail, vous faites comme Greg, vous mettez la référence de votre montre, quelques informations vous concernant, une ou deux photos pour tout de suite mettre les choses. Et puis, si vous êtes retenu, on passe un coup de fil ensemble, on passe une demi-heure pour faire connaissance.
pour vous m'expliquer pourquoi votre histoire personnelle et celle que vous voulez raconter au travers de votre montre, elle est extraordinaire. Et puis vous viendrez faire comme Grégory, on se retrouvera dans un hôtel à Paris pour faire un nouvel épisode de Petite Montre Entreprise. Allez, salut, à bientôt. Salut.